Dimanche soir dernier, Guy Millière donnait une conférence à Jérusalem et InfoLife était présent. Guy Millière, bonjour. Vous n'êtes pourtant pas juif. Qu'est-ce qui vous rapproche de ce pays? Ce qui me rapproche de ce pays, ce sont des valeurs éthiques, fondamentalement. Je me sens très proche de toutes les valeurs éthiques qui ont contribué à la fondation d'Israël, qui sont même à la fondation d'Israël. Et je ne supporte pas l'injustice, et je ne supporte pas le mensonge. Or, je dirais que la façon dont on traite Israël à l'échelle internationale me paraît absolument injuste, et la façon dont on parle d'Israël à l'échelle internationale, en Europe en particulier, me paraît porteuse de mensonges qui me semblent absolument scandaleux et inadmissibles. Alors justement, comment jugez-vous la perception d'Israël en Europe et aux États-Unis que vous connaissez très bien? Pour ce qui concerne l'Europe, je dirais qu'il y a une falsification, une forme d'intifada médiatique qui est menée contre Israël et qui, hélas, porte ses fruits, puisque défendre Israël est devenu quasiment impossible, ou alors cela vous vaut de vous faire traiter de nazis, de fascistes, de tous les noms les plus abominables possibles. Pour ce qui concerne les États-Unis, la cause est beaucoup moins désespérée. Je dirais que la gauche américaine, et a fortiori l'extrême gauche américaine, sont très pro-palestiniennes, mais plus vous vous rapprochez du mainstream, du centre vital des États-Unis, plus vous avez des gens qui comprennent ce qu'est Israël, en quoi Israël est un pays important et un pays qui a fondamentalement les mêmes valeurs que les États-Unis. Et si vous allez vers le camp conservateur, et je pense que ça c'est un contre-coup des années Obama, c'est un contre-coup des 3 dernières années, là vous avez des gens qui sont radicalement, clairement, nettement et sans ambiguïté pro-Israël à un degré d'intensité que je n'ai pas constaté depuis longtemps. Vous êtes très critique à l'égard de la politique américaine sous l'ère Obama. Pour quelle raison? Tout simplement parce que je savais qui était Obama avant son élection et je voyais qui étaient les conseillers qui l'entouraient et je savais qu'il y avait de facto une doctrine Obama et je savais que cette doctrine Obama, elle avait plusieurs objectifs. Son objectif à l'échelle internationale était d'affaiblir la puissance américaine. Or je constate que au fur et à mesure de l'histoire, à chaque fois qu'on a voulu affaiblir la puissance américaine, qu'un président américain ou que quelqu'un d'autre a voulu affaiblir la puissance américaine, cela a débouché sur des désordres et des guerres à l'échelle planétaire. Et d'autre part, si je regarde la doctrine Obama par rapport au Proche-Orient, je savais que sa doctrine consistait à rendre le Moyen-Orient plus sûr pour l'islam radical et qu'elle impliquait d'étouffer graduellement Israël. Et pour ça, il suffisait de voir quels étaient les conseillers de Barack Obama, des gens qui sont d'ailleurs toujours dans l'administration Obama, comme Samantha Power, que Obama a fait nommer au Conseil national de sécurité, des gens comme Dalia Morgahed, qui est sa conseillère pour les affaires religieuses et qui est la première musulmane voilée, défenseuse de la charia, à entrer à la Maison-Blanche. Après le dernier rapport de l'AIEA sur l'Iran, que peut-il se passer selon vous? Eh bien, ce rapport est extrêmement alarmant. Cela change des rapports de l'époque Mohamed El-Baradei, qui lui était plus ou moins acheté par l'Iran. Ce rapport montre la réalité telle qu'elle est. Je dirais que l'Iran est un pays qui ne me paraît pas susceptible d'être endigué comme on pouvait le faire vis-à-vis de l'Union soviétique. Donc, ou bien le reste du monde occidental va réagir clairement, nettement et sans ambiguïté par rapport à l'Iran, ou sinon Israël devra faire quelque chose, parce qu'il me paraît absolument impensable que l'Iran accède à l'arme atomique. On n'a pas affaire à la direction de l'Iran à des gens rationnels, on a affaire à des fanatiques, on a affaire à des gens qui rêvent d'apocalypse, et éventuellement d'apocalypse sanglante, l'apocalypse chiite à laquelle croient les adeptes du schisme duodécimain sont porteurs de ce type de discours. Donc je pense qu'il faudra, même si ça ne retarde l'accès plein au nucléaire de l'Iran que de quelques années, je pense qu'il faudra se résoudre un jour ou l'autre à frapper parce que je ne vois pas d'autre solution. Je pense que ce sera difficile, mais je pense que laisser l'Iran accéder à l'arme atomique serait encore beaucoup plus complexe et beaucoup plus dangereux parce que cela permettrait de sanctuariser le régime et si ce régime est sanctuarisé, cela lui permettra de recourir encore davantage au terrorisme que ce n'est le cas aujourd'hui. Quand on songe que le régime iranien a préparé un attentat
attentat qui devait avoir lieu à Washington contre l'ambassadeur d'Arabie Saoudite et sans doute contre l'ambassadeur d'Israël à Washington même, en s'appuyant sur les cartels de la drogue mexicains, on peut imaginer ce qu'un Iran avec l'arme atomique pourrait faire. Israël est-il selon vous en danger existentiel ? Je pense qu'Israël n'est pas en danger existentiel parce que je pense qu'Israël a tous les moyens de se défendre. Je pense qu'Israël n'a jamais été aussi isolé qu'en ce moment, mais je pense que cet isolement est temporaire. Si je regarde les États-Unis, je constate que d'un côté, vous avez l'administration Obama qui est très nettement anti-israélienne, mais d'un autre côté, vous avez l'Amérique profonde et l'essentiel du personnel politique américain, les républicains, mais aussi une bonne partie des démocrates, qui continuent à soutenir Israël. Et il me paraît strictement impensable que les États-Unis ne cessent de soutenir Israël dans ces conditions. Et tant que les États-Unis seront du côté d'Israël, il n'y aura pas de danger existentiel. L'Europe n'est pas sur les mêmes positions, mais l'Europe a fort à faire avec ses propres difficultés et avec l'effondrement de l'euro en ce moment. Peut-il un jour y avoir une prise de conscience de l'Occident sur l'importance d'Israël au Moyen-Orient ? Je dirais que cette conscience, elle existe très profondément aux États-Unis. Cette conscience, elle a quasiment disparu en Europe. Mon ami Daniel Pipes pense que cette conscience peut renaître dans le contexte de l'islamisation qui monte actuellement en Europe. Personnellement, j'ai tendance à être un peu plus pessimiste. J'ai tendance à constater que dans le contexte européen, beaucoup de gens sont très crispés face à la montée de l'islam, mais dissocient cette montée de l'islam de la question israélienne et ont plutôt tendance à se dire si nous lâchons Israël, peut-être que nous pourrons nous entendre mieux avec les musulmans, ce qui est une attitude collaborationniste que beaucoup de pays d'Europe ont connue dans le passé, hélas. Donc je n'attendrai rien de l'Europe, je n'attends rien de l'Europe, j'attends par contre beaucoup des États-Unis. Ne faut-il pas craindre que la cause d'Israël soit perdue ? Je ne pense pas que la cause d'Israël est perdue. Israël est actuellement la seule démocratie libérale du Proche-Orient. J'insiste bien sur le terme démocratie libérale parce qu'il se peut qu'en Égypte il y ait des élections, mais ces élections vont porter des islamistes au pouvoir. Donc je dirais que ça sera un homme, une voix, une fois. Ça m'étonnerait qu'il y ait une deuxième fois à la suite de cela. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la démocratie absolue en termes de nomenclature politique. La démocratie libérale, c'est la garantie d'institutions de droit qui sont susceptibles de durer. Et il n'y a qu'Israël qui soit dans ce cadre au Proche-Orient. Israël est la principale économie de la région. Il suffit de regarder le produit intérieur brut par tête en Israël et le produit intérieur brut par tête dans tous les pays environnants. Israël est une puissance technologique considérable, bien plus avancé que la plupart des pays d'Europe sur ce plan. Israël a un taux de natalité qui fait que c'est un pays qui échappe aux problèmes de vieillissement qui touche l'ensemble de l'Europe et qui touche une bonne partie du monde arabe petit à petit en ce moment. Donc Israël a un avenir très brillant devant lui. J'en dirais beaucoup moins du monde arabe. Je pense que le monde arabe est en voie d'effondrement actuellement et va se retrouver confronté à une multitude de problèmes intérieurs. Et j'en dirais beaucoup moins de l'Europe. D'ailleurs actuellement Israël continue à avoir de la croissance alors qu'en Europe on est en situation de stagnation ou de récession dans la plupart des pays. Donc je pense qu'Israël a un avenir brillant. Simplement je pense qu'Israël doit se donner les moyens de gagner, et c'est ce que j'expliquerai dans ma conférence. Le principal problème d'Israël ces dernières années, à mes yeux, c'est qu'Israël s'est beaucoup placé sur le terrain de l'adversaire. Si vous vous dites il y a un peuple palestinien qui est opprimé, on va lui faire des concessions pour l'aider, vous vous placez sur le terrain de l'adversaire. Et quelle est la conséquence du fait de se placer sur le terrain de l'adversaire ? On dit, certes, Israël fait des concessions, mais fondamentalement, Israël a tort. Donc, quelles que soient les concessions que l'on fait lorsqu'on se place dans cette situation, on se retrouve accusé de quelque chose. Donc, et je rejoins sur ce plan mon ami Daniel Pipes, avec qui j'en parlais il y a quelques jours à New York. Israël doit se donner les moyens de la victoire. Pour qu'un conflit s'arrête, il faut qu'il y ait un vainqueur et un vaincu. Donc il n'y a pas clairement un vainqueur et un vaincu, le conflit ne s'arrête pas. Or pour le moment, nous sommes dans une situation où il n'y a pas de vainqueur et pas de vaincu, et où au contraire, parce que Israël se place sur le terrain de l'adversaire continue à avancer, comme on le voit avec ce que fait l'autorité palestinienne en ce moment. Merci.